Andalucierafkov, Iegada et Vives. Dites-moi. Bonsoir tout le monde, bonsoir Président. Que pensez-vous des derniers propos de Trump de s'approprier Gaza et de déporter le peuple palestinien et de ses menaces à l'encontre de l'Iran? Alors, il y a un petit point qui est un peu un détail, mais pas tout à fait quand même. C'est-à-dire que, en français, le mot déporté a une connotation très lourde, puisque tout le monde pense à la déportation, les gens déportés vers les camps de la mort. Hein. Les juifs, mais pas seulement les juifs, les communistes, les tziganes, les homosexuels, les opposants, les résistants, etc., en France, qui ont été déportés pour être exterminés, ou en tout cas pour revenir dans des conditions épouvantables, dans les camps de la mort. Donc il y a dans le mot français « déporté » la déportation, quelque chose qui fait penser évidemment aux atrocités, aux horreurs nazies. Alors qu'en anglo-américain, le mot deportation consiste plutôt, c'est plutôt transfert de population et expulsion. Voilà. Par exemple, le gouvernement de Trump, en ce moment, il fait de la deportation de Mexicains qu'il refoule derrière la frontière. C'est plutôt des expulsions en masse. Il n'y a pas la même finalité criminelle d'hécatombe en masse, qui était la finalité secrète des nazis, qui parlaient par périphrase. Hein. Ils disaient c'était des évacuations vers l'Est. Ou bien c'était le programme Nacht und Nebel, qui veut dire nuit et brouillard. Hein. C'est-à-dire on disparaissait, comme ça il y avait des populations entières, essentiellement des juifs, mais aussi d'autres catégories que j'ai citées qui disparaissaient. Voilà. Donc c'est vraiment une volonté criminelle qui n'existe pas lorsque Trump parle d'expulser des Colombiens, des Indiens, etc., des immigrés clandestins. Je le dis parce qu'en France, il y a quand même tout un débat polémique, justement, lorsqu'il y a des expulsions qui sont décidées par l'État, par exemple avec les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, il y a des organisations d'extrême gauche qui qualifient l'État en France, lorsqu'on veut expulser, par exemple, quelqu'un qui est sans papier, qui vient d'un pays du sud de la Méditerranée, il y a des associations d'extrême gauche qui parlent de déportation. Non. Une expulsion, c'est pas le mot déportation, puisque je le répète pour la dernière fois, dans le mot expulsion, il y a quelque chose de neutre, c'est-à-dire vous retournez dans votre pays d'origine, on ne veut plus vous connaître, alors que dans le mot déportation, il y a l'idée, on vous emmène dans un lieu bien précis où vous allez être exterminé. Ceci étant dit, Trump a fait des déclarations qui sont effectivement un peu sidérantes. Quand je dis un peu, c'est beaucoup sidérantes, qui laissent un peu pantois. C'est pas la première ni les dernières, parce que depuis qu'il a pris ses fonctions, il multiplie les annonces plus extravagantes les unes que les autres. Le fond de ma pensée, je rappelle que, et je le redis parce qu'il y a des gens, on est dans un problème en France, c'est qu'on ne peut pas être nuancé. Lorsque, par exemple, je dis que la Russie a des raisons tout à fait justifiées de récupérer la Crimée et le Donbass, aussitôt on m'a qualifié d'être un agent de Poutine, d'avoir des valises, enfin vous connaissez le truc. Non, je fus le premier à condamner l'invasion de l'Ukraine le 22 février 2022. J'essaie de trouver la justice. Mais c'est pas parce que je condamne l'affaire du 22 février que je vais dire que Poutine a tort sur toute la ligne. Ça n'est pas vrai. De la même façon, rappelez-vous, lorsque Barnier avait été nommé Premier ministre, j'avais dit, attendons de voir. Aussitôt, il y a eu une petite cabale orchestrée toujours par les mêmes qui ont voulu me faire passer pour le type barniériste, que j'avais reçu non pas des valises, mais un Marocain ministériel. On avait dû me promettre un poste de ministre, etc., que je m'étais vendu à Barnier. Je n'étais pas du tout vendu à Barnier. J'avais dit, attendons de voir. Il avait tenu des propos au moment de briguer l'investiture des Républicains en 2021. Il voulait suspendre les applications des traités. Je me suis dit, on va voir ce qu'il va faire. Et puis lorsque j'ai constaté qu'il n'en faisait rien, j'ai critiqué comme tout le monde. Alors aussitôt, on ne peut pas avoir de propos nuancés. C'est pareil pour Trump. Pour Trump, j'ai dit, et je ne suis pas le seul, que je me félicite que Trump ait été élu président des États-Unis à la place de Kamala Harris. Parce que Kamala Harris, elle avait à peu près le même quotient intellectuel
que Madame Nathalie Loiseau, c'est-à-dire c'est une marionnette dans la main de l'oligarchie, et Madame Kamala Harris aurait été la marionnette de l'État profond américain. D'ailleurs, beaucoup d'Américains disaient que Kamala Harris, ce serait le 4e mandat Obama. Puisque vu des États-Unis, il y avait beaucoup notamment de gens de sensibilité républicaine qui considéraient que Obama avait fait ses 2 mandats officiels, ensuite que Biden était son homme de paille, était la marionnette d'Obama, et que Mme Kamala Harris serait sa 2e marionnette. Donc il y avait des slogans non au 4e mandat d'Obama. Je m'en félicite qu'elle ait été battue, parce que là, on était parti directement pour un conflit majeur avec la Russie, avec des envois d'armes, etc., et peut-être un conflit ouvert, une 3e guerre mondiale avec la Russie. D'ailleurs, Trump, lorsqu'il a pris ses fonctions, a dit que on n'avait jamais été aussi près d'une 3e guerre mondiale. Il m'a dit, vous n'imaginez pas à quel point. Donc je me suis félicité que Trump ait été élu, et je persiste et signe, même si j'ai eu aujourd'hui même un débat avec Paul-Marie Couteau qu'on va diffuser dans quelques jours, dès que le montage sera prêt, où nous n'avons pas exactement le même point de vue, mais chacun peut avoir son opinion. Mais ça n'est pas parce que je me félicite que Trump, si j'ai bien compris, va nous éviter une 3e guerre mondiale avec la Russie, quoique ça ne soit pas si facile que ça. Il avait promis de régler en 24 heures, ça n'est pas le cas à l'évidence. Enfin, il a quand même déjà coupé les aides financières à toutes les ONG présentes en Ukraine. Voilà. Et là, on apprend aujourd'hui que Zelensky voudrait négocier avec Poutine. Poutine a déjà d'ailleurs répondu qu'il ne négociera pas avec un dictateur, puisque on peut dire ce qu'on veut de Poutine, il a quand même été élu selon les formes constitutionnelles, alors que Zelensky, lui, a fait annuler toutes les élections et il s'est maintenu au pouvoir. Voilà. Bon. Donc, moi, je me félicite de ces évolutions quand même, on sent que on va plutôt vers une fin de la guerre en Ukraine. Mais pour autant, c'est là où il y a le problème de la nuance, et pour autant, je ne suis pas un adorateur de tout ce que fait Trump. Loin de là. J'ai même été, je crois, le tout premier, dès le lendemain de son investiture, à souligner qu'il y avait des choses que je trouvais qui n'étaient pas bien. Je ne trouve pas bien les propos qu'il tient sur le Groenland, ou bien sur le canal de Panama, ou bien sur le Canada. Je trouve que c'est jeter de l'huile sur le feu pour rien. Alors là, ce qu'il a décidé... Alors, il a reçu en grande pompe le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Bon, un petit peu gênant, à mon avis, pour un certain nombre d'observateurs, parce que, bien sûr, que Trump donne un signal très favorable à l'extrême droite israélienne, une vraie extrême droite, pas seulement Benjamin Netanyahou, mais les 2 ministres d'extrême droite, notamment M. Smotrich, là, qui veut créer le Eretz Israël, c'est-à-dire un grand État d'Israël qui agglomérerait à Israël toute la Jordanie, le sud de la Syrie, l'ouest de l'Irak, le nord de l'Arabie Saoudite et l'est de l'Égypte, s'il vous plaît. C'est de quoi mettre la planète à feu et à sang. Bon, je ne trouve pas bien que Trump prenne un parti pris aussi flagrant. Et alors la dernière déclaration qu'il a faite, effectivement, sur le fait qu'il voudrait chasser, en fait, expulser tous les Gazaouis et transformer la bande de Gaza, tout raser et transformer ça en une espèce de Disneyland ou de Côte d'Azur américaine. J'ai même cru comprendre qu'il revendiquait the ownership, la propriété pour les États-Unis de la bande de Gaza. Ce qui donne un peu le tournis. Il y a un mérite que je vois dans ce genre de choses, un seul, c'est que Trump est en train de montrer un grand retour de la politique. Parce que nous, on est habitués en France à avoir en fait une succession d'eunuques du sérail depuis 20 ou 30 ans, et qui sont là, qui poussent des cris effarouchés devant n'importe... mais qui, en fait, ne débouchent jamais sur rien. Il n'y a plus aucune décision importante. Moi, par exemple, dans mon programme présidentiel de 2022, j'avais écrit noir sur blanc que la France devait sortir de l'OMS. Oui. Évidemment, alors tous les bien-pensants, tous les Édouard Philippe, vous savez, celui qui a les poils de la puberté qui lui reviennent, tous les Olivier Faure, tous les Boris Vallon, tous les Macron du monde, etc., tous les Wauquiez, etc., oh là là, on peut absolument pas faire ça. Parce qu'ils ont peur de simplement prendre des décisions qui choquent, en fait, l'opinion dominante. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pareil ou même pour le Rassemblement national,
le RN, on ne sait plus d'ailleurs quelle est la position du RN sur des quantités de sujets. Le RN qui d'ailleurs n'a pas voté la censure tout à l'heure. Donc le RN, en fait, est devenu une opposition de pacotille. Voilà. Hein, le RN n'avait pas dans son programme des choses très extraordinaires. Tout a été aseptisé, raboté, etc., conditionné pour complaire aux gens. En fait, au Rassemblement national, comme dans tous les autres partis, même d'ailleurs, le LFI est un peu à la limite, parce que lui, ils font de la provocation dans un autre sens. Mais la plupart des partis politiques n'ont pas de propositions significatives, en fait. Voilà. En fait, Mme Le Pen, M. Bardella, ils ont peur des réactions de Apolline de Malherbe ou de Sonia Mabrouk ou de Patrick Cohen. Alors, vous vous rendez compte ? Si Bardella, il a peur des réactions de Sonia Mabrouk, de Patrick Cohen ou d'Apolline de Malherbe, vous imaginez comment il défendrait les intérêts de la France s'il devait se coltiner face à Trump ou à Poutine ou à Xi Jinping. Hein ? Il faut quand même que les Français comprennent que les dirigeants politiques qu'on leur présente, qui sont complètement aseptisés, qui sont à plat ventre devant des journalistes, ben voilà, s'ils sont à plat ventre devant Bourdin, vous imaginez leur capacité de réaction pour défendre les intérêts de la France face à Trump. Alors Trump, donc, sur cette affaire de Gaza, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est délirant, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Parce que d'abord, premièrement, dans le droit international, on n'a pas le droit de procéder à du nettoyage ethnique. Or là, c'en est un, et pas rien. Donc déjà, c'est interdit par tout le droit international. Si jamais Trump et Netanyahou se mettaient en charge de faire ça, ils auraient l'ensemble du monde entier qui les condamnerait. Alors peut-être à part les îles Marshall ou bien je ne sais pas quoi, la Fédération des États de Micronésie ou des petits États du Pacifique Sud qui ont une voix à l'ONU et dont on achète la voix en leur donnant de l'argent. Mais en gros, il y aurait l'écrasante majorité des États pour condamner les États-Unis et Israël s'ils faisaient ça, au nom du droit international, premièrement. Deuxièmement, les Gazaouis en question, on va les mettre où ? Parce que Trump, il dit on va les mettre en Égypte, en Jordanie. Il a même évoqué, je crois, le cas de l'Indonésie. Alors l'Indonésie, c'est vraiment très très loin. Ça doit être à peu près à, 5 000, 6 000 kilomètres de là vers l'Est. Hein, c'est au-delà de l'océan Indien. Alors certes, c'est un pays à écrasante majorité musulmane, mais enfin, ça s'arrête là. Mais le problème, c'est que Trump, il a dit ça, mais comme on dit, il y a un dicton français, c'est qu'on ne stipule pas pour autrui. C'est-à-dire qu'il a dit ça sans avoir vérifié si le gouvernement du Caire, le gouvernement d'Amman ou le gouvernement de Jakarta étaient d'accord. Alors j'ai vu que les autorités de Jakarta, le gouvernement indonésien, a déjà dit qu'ils n'étaient pas au courant. C'est assez drôle. C'est typiquement asiatique, ça, je trouve. On n'est pas au courant. C'est-à-dire, c'est une façon très polie, mais de montrer l'incongruité du propos. Voilà, sans trop, comment dirais-je, s'attaquer à la personne. C'est très asiatique, c'est un petit peu dissimulé. Mais en revanche, à Amman et au Caire, il n'y a pas eu de réaction, parce que j'imagine que dans l'esprit de Trump, c'est une partie de bras de fer, et qu'il y aurait derrière des milliards de dollars qui seraient donnés à l'Égypte ou à la Jordanie. Mais je ne vois pas très bien. Tout peut arriver, mais je ne vois pas très bien l'Égypte ou la Jordanie accepter ce genre de choses. Parce que ça serait... je pense que l'organisation de la conférence islamique, l'OCI, qui est quand même assez puissante, même si elle est traversée d'innombrables divisions, je pense quand même qu'il y aura un bloc de l'OCI, un bloc des pays en voie de développement pour refuser ce qui est en fait la disparition tout simplement d'une partie de ce qui devrait être l'État palestinien. Voilà comment je vois les choses. Alors au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis un peu comme tout le monde, j'attends la suite. Ce que je sais, c'est qu'il y a quand même, pour analyser Trump, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut avoir à l'esprit. Je pense, si on veut être intelligent, si on veut pas faire de la conversation de café du commerce. D'abord, encore et toujours, en revenir à l'histoire des peuples et des nations d'une part, et l'histoire personnelle. L'histoire des peuples et des nations, Trump s'inscrit dans une catégorie qui est l'Américain avec un grand A, le cowboy, le type sans foi ni loi qui arrive, qui c'est la loi du plus fort, qui manie ses colts et qui sort des dollars. C'est vraiment, c'est une caricature, mais il y a toujours du vrai dans les caricatures. J'ai eu l'occasion de rappeler que les États-Unis d'Amérique sont
Il n'y a aucun pays, je dis bien aucun, c'est vraiment très important, il n'y a aucun pays au monde qui se soit agrandi comme l'ont fait les États-Unis, c'est-à-dire en achetant des territoires qu'ils voulaient acquérir. Ça a commencé en achetant la Louisiane à Napoléon Ier. Et la Louisiane, c'était pas seulement le petit État, enfin petit, l'État actuel de Louisiane avec la capitale New Orleans, la Nouvelle-Orléans, mais c'était tout un morceau des États-Unis continentaux qui remontait jusqu'à l'actuelle frontière avec le Canada du côté du Dakota Nord et Dakota Sud. Donc c'était quand même un point très important du Middle West. Ça a été acheté à la France pour 20 millions de francs or. Les États-Unis ont acheté également à Alexandre II l'Alaska vers 1862-63, je crois. Les Russes, évidemment, s'en mordent les doigts aujourd'hui, mais bon. Les États-Unis ont également acheté de mémoire Porto Rico et les îles Vierges à l'Espagne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas dans le monde d'autres États qui, moyennant des argent sonnant et trébuchant, ont acquis 40%, 50% de leur territoire. Ça n'existe pas. Donc lorsque Trump dit qu'il veut acheter le Groenland ou qu'il veut acheter Gaza, nous, ça nous paraît délirant, mais dans l'état d'esprit d'un Américain, non. Surtout quelqu'un qui connaît son histoire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut en venir à l'histoire personnelle des gens. Or, Trump, c'est un individu fantasque qui a fait des déclarations à l'emporte-pièce, des déclarations parfois un peu délirantes, mais l'expérience que l'on en a, l'expérience du premier mandat de 4 ans, c'est qu'au bout du compte, ça a été un président très pacifique. C'est quand même quelqu'un qui est le seul président des États-Unis depuis peut-être 150 ans à n'avoir jamais déclaré de guerre. Et au contraire même, à en avoir terminé, à avoir retiré les boys d'Afghanistan. Donc, et dans les propos qu'il tient, notamment sur l'affaire de l'Ukraine, il a dit justement qu'il fallait arrêter parce que c'était intolérable de voir des centaines de milliers de jeunes gens mourir, ce qui est vrai. Enfin, Trump est en train de montrer, il y a peut-être du calcul, mais je pense qu'il n'y a pas que du calcul. Quand un monsieur à 78 ans, il mesure la vie, autant vous aviez des monstres froids, des espèces de criminels de masse, hein, Obama, Hillary Clinton, Victoria Nuland, George W. Bush, ça, ce sont des criminels de masse qui n'ont pas hésité à faire tuer des millions de personnes avec tous les conflits qu'ils ont déclenchés. Autant on a le sentiment qu'il y a, dans les tréfonds de l'âme de Donald Trump, quand même quelqu'un qui, justement, est malheureux de tuer des innocents. Modulo, il a quand même bombardé le Yémen. Là, j'ai vu qu'il a bombardé la Somalie. C'est quand même un président des États-Unis. Hein, nous ne l'oublions pas. Je ne vais pas dire non plus que c'est Blanche-Neige. Hein. Encore une fois, il faut être dans la nuance. Mais comparé à tous ses prédécesseurs, ça a quand même été plutôt mieux. Donc ça, c'est quand même cette considération devrait nous donner à penser qu'il y a dans la personnalité de Trump quelque chose qui est également typiquement américain, c'est le joueur de poker et le type qui fait du bluff. Rappelez-vous, pendant son premier mandat, il avait annoncé qu'il allait tout régler avec la Corée du Nord. Il s'y est hasardé. Il l'a fait. C'était courageux, d'ailleurs. C'est un type courageux, Trump. Hein. On l'a vu. Quand même, il a failli y passer à plusieurs reprises. Il a failli être assassiné 3 fois. Donc, c'est un type courageux. Et donc, la Corée du Nord, il n'a pas eu froid aux yeux. Il est allé voir Kim Jong-un. Bon, et puis ça s'est quand même mal passé. Bon, et puis voilà, il a pris ses pertes. Donc Trump, je pense, est un type qui est dans la provocation, mais qui, moi, ce que je vois, les premières décisions qu'il prend, ce sont des décisions il est fort avec les faibles, et il est beaucoup plus prudent avec les forts. Il a annoncé, par exemple, qu'il allait augmenter les droits de douane de 25% sur la Colombie. Dans l'heure qui a suivi, la Colombie a accepté les conditions pour récupérer les immigrés clandestins colombiens arrêtés aux États-Unis, et Trump a levé les 25% de droits tarifaires. Il a fait la même chose, il essaie de faire la même chose avec le Panama, avec le Mexique, avec l'Inde, etc. Donc il joue, c'est du poker, voilà. C'est tellement vrai ce que je dis que d'ailleurs il ne s'y hasarde pas de la même façon avec la Chine. Sur la Chine, il n'a pas dit qu'il allait augmenter de 25% les barrières tarifaires. Il a dit sur certaines spécialités 10%. Parce qu'il sait très bien que l'économie américaine est très dépendante d'un certain nombre d'importations chinoises. Et puis Trump, il sait très bien
Il suffit de lire les rapports qui sont rendus publics de la CIA, les rapports prospectifs, que l'adversaire géopolitique le plus fondamental des États-Unis d'Amérique, c'est pas la Russie, c'est la Chine. Et il sait très bien qu'il a affaire à la première économie mondiale, avec une puissance économique, industrielle, militaire désormais, mais aussi intellectuelle, en capacité d'ingénierie extraordinaire. Ça fait des années que j'explique, moi, à qui veut bien m'écouter, qu'il y a actuellement 1,5 milliard d'habitants en Chine. On peut estimer à peu près chaque tranche d'âge nouvelle, c'est à peu près 28 à 30 millions de personnes. 28 millions de Chinois nouveaux tous les ans. Voilà, nous, on est à 600 000 Français de plus tous les ans. Tous les ans, il y a 28 millions à peu près, 25, 28, je ne sais plus exactement, millions de Chinois. Et là-dessus, vous avez, nous en France, on doit péniblement avoir quelque chose comme 40 000 ingénieurs par an, français. Les Chinois, ils doivent avoir, sortant du système scolaire qui est en plein essor, en pleine effervescence, parce que les gens se battent pour la grandeur de la Chine. Nous, c'est l'augmentation de la consommation de cocaïne qui bat des records. Donc nous, c'est la décadence complète. Il faut regarder les choses en face. En revanche, en Chine, il y a un immense effort d'éducation, surtout sur un pays. La civilisation confucéenne valorise le savoir, depuis Confucius, moins 500 avant Jésus-Christ. Donc, en Chine, il doit y avoir quelque chose comme 3-4 millions d'ingénieurs de plus par an, quand nous, on en a 40 000. Il y a un rapport de 1 à 100 entre le nombre d'ingénieurs produits par la France chaque année et le nombre d'ingénieurs produits par la Chine. Donc tout ça, Trump, il le sait. Il sait à quoi il a affaire. Et donc, il ne fait pas n'importe quoi. Il a quand même autour de lui des gens, il a des ressorts de rappel. Voilà, c'est pour ça que je pense on ne peut pas juger comme ça, il faut attendre de voir. Il y a beaucoup de rodomontades et puis des choses où il va tout simplement en rabattre, comme un joueur de poker qui perd sa partie. S'agissant de la Palestine et d'Israël, il a tenu des propos qui sont très étranges, en fait, mais qui s'inscrivent dans ce que je dis, c'est qu'il a dit que on ne peut pas souhaiter comme bonheur au peuple palestinien d'être dans une enclave où leur seule perspective, c'est de se faire tuer. Parce que c'est vrai que toutes les personnes qui sont allées à Gaza depuis des années décrivent ça comme un enfer sur Terre. C'est en fait, même si cette expression heurte un certain nombre d'Israéliens, c'est quand même beaucoup de gens comparent ça à une espèce de camp de concentration à ciel ouvert, puisque les gens sont parqués sur quelques dizaines de kilomètres carrés, encerclés par des murailles, des murs infranchissables, des miradors. Enfin, c'est une espèce de bouillon de culture. Donc l'idée qu'il dit, quand Trump dit « moi je veux leur proposer un avenir autrement plus... qu'ils aient autre chose que comme perspective de se faire tuer », il y a peut-être du vrai dans ce qu'il dit, même s'il s'y prend évidemment d'une façon qui va heurter la sensibilité des Gazaouis d'abord, du peuple palestinien plus généralement, notamment ceux dans les autres territoires occupés, et puis bien sûr de la communauté internationale. Voilà. C'est pareil sur l'affaire de l'Iran, il fait monter les enchères sur l'Iran. Je terminerai en disant que je pense, je l'ai déjà dit, je peux me tromper, moi je suis pas non plus... surtout que là on fait de la prospective, donc chacun peut avoir son avis. Je pense quand même assez volontiers qu'il pourrait y avoir une espèce d'accord, de grand accord général, où les États-Unis acceptent la réalité, c'est-à-dire que la Russie a gagné quasiment la guerre en Ukraine, donc cède officiellement, parce que c'est déjà fait depuis belle lurette du point de vue des faits, mais du point de vue du droit international, que les États-Unis reconnaissent que la Crimée et les deux républiques du Donbass, de Louhansk et de Donetsk, sont désormais des territoires appartenant à la Fédération de Russie. Je pense que les débats doivent avoir lieu pour savoir s'il sera pareil pour la région l'oblast d'Odessa, qui est une ville russe, russo-française, puisqu'elle a été en partie dessinée et gérée vers les années 1830 par le duc de Richelieu, qui était un Français, pas le Richelieu d'Henri IV, c'est de Louis XIII, pardon, c'est beaucoup plus tardif. Les Russes essaient probablement de mettre la main là-dessus. Et je pense que le reste, tout l'enjeu, ça va être l'architecture de sécurité,
avec les Américains qui ont, semble-t-il, mis sur la table l'idée que le reste de l'Ukraine se gardera d'entrer dans l'OTAN pendant 20 ans, et la position russe qui est de dire non, l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, ça doit rester un pays tampon, un pays neutre. Donc les débats sont en fait, à mon avis, tournent autour de ceci. Bien. Mais j'imagine assez volontiers qu'il peut y avoir une espèce de grand marchandage planétaire, et en échange du fait que les États-Unis reconnaissent implicitement qu'ils ont été défaits et la coalition occidentale a été battue par la Russie en Ukraine, au même moment, la Russie se retire en partie de Syrie, laisse un peu les mains libres aux États-Unis pour se débrouiller avec les pays du Moyen-Orient. Voilà. Quant à l'Iran, c'est une autre paire de manches, puisque je pense qu'il est de l'intérêt stratégique de la Russie de défendre l'Iran. Et donc Trump ne peut pas ignorer que l'Iran est un pion absolument fondamental dans le jeu au Moyen-Orient. D'abord, c'est une grande puissance, il y a quand même 80 et quelques millions d'habitants. C'est une immense civilisation, avec tout ce que ça signifie. À la fois littérature, poésie, les arts, mais aussi c'est une population intelligente. Les Iraniens, ce sont des maîtres dans la diplomatie mondiale. Et c'est également un élément fondamental, à mon avis, que la Russie voudra garder avec elle et n'acceptera pas que les sanctions des États-Unis et d'Israël contre l'Iran aillent trop loin. D'autant plus que le régime des mollahs s'est également rapproché de Pékin. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire aujourd'hui. Maintenant, la suite, on va voir ce qui va se passer, bien sûr. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus pousser toujours. Il faut en prendre et en laisser, j'allais dire, de Trump. Il y a quand même beaucoup de choses qu'il dit qu'il fait. Se retirer de l'OMS, par exemple, se retirer de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, etc. Il le fait. Mais il y a aussi des choses qu'il ne fera pas. C'est pas d'ailleurs nous, avec le Macron national, qui allons être étonnés du fait qu'un président ne fait pas exactement tout ce qu'il dit. Parce que nous, on a un président qui ne fait jamais ce qu'il avait annoncé et dont les résultats sont exactement le contraire de ce qu'il avait promis.